Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode où je fais le point sur l'avancée de mon projet de création de mon habitat dans le nord-est de la Loire-Atlantique. Alors ici, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est un panorama de l'intérieur de la maison une fois que j'ai terminé les travaux de dépose de tous les équipements intérieurs, dépose que j'ai fait au cours de 5 journées étalées entre mai et juillet. Donc comme on peut le voir aujourd'hui, la maison n'est plus qu'un toit, 4 murs et une charpente. Alors, on voit bien la structure de la maison traditionnelle qui, je le rappelle, date du XVIIe siècle. Et puis j'ai aussi décapé donc, tous les enduits chaussables qui se trouvent au fond, enduits qui seront refaits par la suite. Ici, ce qu'on peut voir, c'est une projection d'une partie de l'aspect final du bâtiment, projection qui a été réalisée par notre architecte dans le cadre de la déclaration préalable de travaux, autorisation d'urbanisme qu'on a dû déposer en mairie pour ce projet. Il y a plus de liens sous la vidéo concernant ce document d'urbanisme. Là, c'est la façade nord avant le projet et après le projet, là aussi sur nos plans d'architecte. Un des grands enjeux globalement dans ce projet, c'est d'agrandir les ouvertures pour amener de la luminosité dans l'habitat. Ici, un plan de coupe, on peut voir la structure de la charpente qui est tout à fait classique. Voilà, donc maintenant plan du rez-de-chaussée pour montrer la disposition finale avec un vestibule, une cuisine, un bureau, un grand coin salon, plus le nouvel escalier qui aura une trémie 3 fois plus importante que précédemment pour encore une fois laisser passer la lumière depuis les vix de l'étage jusqu'en bas. Une autre attention, outre le fait de ramener de la luminosité dans la maison, c'était d'améliorer ses performances thermiques. On est au démarrage sur des murs composés à la fois d'ardoise et de schiste de 60 cm d'épaisseur. Voilà, là c'est un plan de l'étage, deux chambres, une salle de bain et aussi donc un palier et la trémie avec l'escalier. Donc je disais améliorer la résistance thermique du bâtiment. Pour ça, on a fait le choix d'une isolation par l'intérieur avec laine de bois sur 14 cm d'épaisseur, plus cloisonnement en fermacelle. Donc des cloisons écologiques composées de gypse et de cellulose. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, il est plus efficace de faire une isolation par l'extérieur, mais nous avons fait le choix ici d'une isolation par l'intérieur pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un aspect patrimonial, c'est un bâtiment du XVIIe siècle, une isolation par l'extérieur cacherait toute l'apparence de pierre apparente qu'on veut garder. Le coût est le triple aussi d'une isolation par l'intérieur, ça rentrait pas dans notre budget. Il faut dire aussi qu'on est sur un très faible volume à l'intérieur du bâtiment, on a seulement 60 cm de surface de plancher, avec des bâtiments mitoyens au sud et à l'ouest, ce qui fait qui contribue à la performance thermique globale du bâtiment. Et puis on est, je disais, sur des murs anciens en pierre de 60 cm d'épaisseur. C'est des murs qui doivent pouvoir libérer leur humidité. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas de cloisonnement extérieur qui les empêche d'évacuer leur humidité. Donc s'assurer que finalement il y ait une bonne hygrométrie dans le fonctionnement des murs. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a jugé plus prudent de passer aussi par une isolation thermique en intérieur. A noter donc qu'on sera sur un sol en liège à l'étage avec une isolation en laine de bois entre le plafond du rez-de-chaussée et donc le plafond de l'étage pour faire de l'isolation acoustique. Ici c'est une petite projection, donne à voir le bâtiment, on voit à gauche, et les bâtiments adjacents qui sont au sud et à l'ouest, voilà, qui contribuent à la performance thermique globale du bâti. Alors comment est-ce qu'on calcule la résistance thermique d'une paroi entre l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment? Cette résistance thermique est notée R. À chaque fois, il faut bien voir qu'une paroi est constituée de plusieurs couches, et donc pour chaque couche, il faut qu'on connaisse son épaisseur en mètres et son lambda du matériau qui la constitue. Donc, ce qui permet donc de calculer la résistance totale de la paroi en connaissant également ce qu'on appelle le RSI et RSE, c'est-à-dire la résistance superficielle intérieure et la résistance superficielle extérieure du bâtiment, RSI et RSE qui sont eux définis par la réglementation thermique 2012. Donc le calcul se fait comme ceci, R égale l'épaisseur de la paroi 1 divisé par son lambda, ainsi de suite, plus RSI plus RSE. Alors je vous illustre ça ici dans notre cas.
Pour les murs qui sont exposés à l'extérieur, donc les murs nord et est, on a plusieurs épaisseurs. On a l'épaisseur de Fermacell qui fait 0,0125 mètres avec un lambda de 0,38, laine de bois 14 cm d'épaisseur avec un lambda de 0,04, donc un bon isolant. L'ardoise et schiste, 60 cm d'épaisseur mais avec un lambda élevé, ce ne sont pas des matériaux isolants. Donc ce qui nous donne au total un R de 3,97, donc on peut arrondir à 4, ce qui est une bonne performance pour de la rénovation, qui s'approche de la norme pour la RT 2012 en neuf. Si on prend aussi par exemple les recommandations de l'association F-Énergie pour des bâtiments basse consommation, elle conseille des murs avec un R de 3,2 à 5,5 selon qu'on soit au plus au sud ou plus au nord de la France. Donc en termes de performance thermique des parois donnant sur l'extérieur, on aura in fine un bon résultat. Maintenant, pour ce qui est de la toiture, plusieurs épaisseurs aussi. On a un lambris bois en contre-collé déjà existant, déjà en place, donc avec 2 cm d'épaisseur, un lambda de 0,14, une épaisseur importante de laine de bois sur 22 cm, avec là aussi un lambda de 0,04, et puis une couche d'ardoise d'1 cm, matériau qui n'est pas isolant, donc avec un lambda de 2,2. Si on ajoute RSI et RSE, ça donne au total un R de 5,8, ce qui est une performance très honorable pour de la rénovation de toiture. Voilà, je précise que RSI et RSE a été ajouté dans l'RT 2012 pour prendre en compte l'effet d'isolation qu'apportent les parements intérieurs et extérieurs des parois. Plus d'informations, si vous voulez creuser le sujet, sur ce bouquin aux éditions Terre Vivante, la référence est sous la vidéo. On a prêté attention aussi sur la conception électrique du bâtiment. Donc on peut voir ici le schéma électrique en rouge. On a cherché globalement à limiter son prix et aussi à limiter les émissions de champs électromagnétiques dans l'habitat. Alors la solution de passer par des câbles blindés a été abandonnée puisque ça a amené un surcoût de plus de 3 000 €, ce qui ne rentrait pas dans notre budget. Par contre, il est évident qu'on n'utilise pas à l'intérieur des équipements très émissifs comme les téléphones sans fil DCET, les plaques à induction ou le Wi-Fi. Tout le réseau internet sera porté par des prises Wi-Fi, des prises RJ45. Et puis on a fait aussi le choix de mettre un maximum d'interrupteurs sans fil, ainsi que des interrupteurs automatiques de champ qui sont eux implantés au niveau du panneau électrique général. Alors, quelques précisions sur cette dernière technologie. Voilà, là on voit un interrupteur automatique de champ. Il faut savoir que les circuits électriques dans un habitat, même lorsque les appareils ne sont pas en fonction, émettent des champs électromagnétiques du fait de ce qu'on appelle la présence d'un courant dans la phase des circuits électriques. L'interrupteur automatique de champ permet, lorsqu'on n'a pas d'appareil en fonctionnement sur un circuit, d'enlever la phase et donc de mettre hors tension finalement le circuit électrique et de supprimer donc l'émission de champs électromagnétiques. Une solution qui est simple à mettre en œuvre et peu coûteuse. Donc à investiguer si vous vous intéressez à cette notion de diminuer les champs électromagnétiques. Autre livre sur la question que je vous recommande, là aussi référence en dessous de la vidéo. Au niveau du sol du rez-de-chaussée, voilà, avec un ami, on a réalisé un sol de finition en argile. Quelques images du chantier. Bon, je ferai une vidéo spécifique par la suite pour expliquer tout le chantier, l'intérêt de la technique, etc. Voilà, c'est une photo du rendu à la fin du chantier. L'idée d'avoir en tout cas ce sol en argile, c'est d'avoir un sol qui est avec un matériau faiblement émissif, qui a un toucher chaud, et puis qui est complètement écologique, avec un rendu aussi esthétique qui me plaisait bien. Au niveau du jardin, pas grand chose à dire, si ce n'est que, comme on peut le voir ici, j'ai fragmenté au broyeur le fusain d'Europe, un massif de fusain d'Europe qui se trouvait là. Fusain d'Europe qu'on a enlevé parce qu'il est peu intéressant pour la biodiversité, puis ses baies sont toxiques, ce qui n'est pas intéressant dans un jardin qui accueillera des enfants par la suite. Donc ce fusain fragmenté a permis de créer du bois ramal fragmenté, du BRF épandu sur tout le terrain. Et puis j'ai fait un semis de facélie sur l'ensemble du terrain, un engrais vert donc, qui aide à décompacter et à enrichir le sol. Puis c'est aussi un engrais vert qui est très mellifère et donc qui a attiré énormément de pollinisateurs pendant la période estivale. Bon, sous la vidéo, je vous mettrai aussi des liens d'explication sur ce qu'est le BRF et ce qu'est la facélie et le concept d'engrais vert si vous voulez creuser ça. Voilà, donc c'était une rapide mise à jour sur le projet. Plus d'informations sur les épisodes à venir.
À bientôt.